De A à Z, votre nouveau podcast présenté par A-Shift, un club créé par des étudiants en architecture avec l'ambition de faire la différence dans leur domaine par le biais de l'événementiel. Pour plus d'informations et nos activités à venir, n'hésitez pas de suivre A-Shift sur les réseaux sociaux. Je suis Kenza Ammar et à mes côtés Khawla Belbekri. Bonjour Khawla. Bonjour. Et aujourd'hui, nous discutons de la formation en architecture, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on mettra sur la table pour décortication. On passera en revue les méthodes de formation et leur évolution et comparera différentes méthodes de différents pays. Alors pour débattre de ce sujet, nous avons avec nous, à la tête de la liste des 15 meilleurs architectes sur la région Rabat-Salé. Alors vous avez commencé par une première année aux Beaux-Arts de Paris, suivie d'une deuxième année à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, avant d'intégrer l'école d'architecture d'Aarhus au Danemark et effectuer des workshops à Harvard aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes aussi l'auteur d'un premier ouvrage paru aux éditions Publibook qui s'intitule Moi versus moi et un deuxième paru en France qui s'intitule Le sang d'Anna. Vous avez aussi plusieurs conférences internationales à votre actif sur les thèmes de l'architecture, du patrimoine et du paysage. Et puis finalement, vous êtes l'ex-directeur de l'École nationale d'architecture de Rabat. Monsieur El Montasser Ben Saïd, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Merci infiniment, mademoiselle Ammar. Je suis très content d'être parmi vous. Ça me fait trop d'honneur d'ailleurs, parmi les 15 meilleurs architectes de Rabat. Bon, je ne sais pas comment ils classent leurs architectes. Selon le site OUZ. Selon le site, voilà. Et donc, je suis extrêmement intéressé par le sujet que vous allez traiter aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me pèse. Vous savez que j'ai été nommé directeur de l'ENA à mon insu pratiquement, par un daïr. Et donc à l'origine de la création de l'école de Fès, Marrakech et Tétouan. Exactement. Et il y a c'est un chantier énorme, infini. Et là, vous êtes la promotion 5e année qui est en train de... Tout à fait. Et c'est une grande fierté pour moi de vous voir et de savoir que cette 5e année évolue bien. Et donc, je suis là pour répondre à vos questions et ce sera avec le plus grand plaisir. On est tout aussi fiers. Avant de commencer, je voudrais remercier l'AMSIP, qui est l'Association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire, de nous avoir accueillis dans ses studios et pour tous les efforts qu'elle a mis en œuvre pour la réalisation de ce podcast. Alors, Monsieur Ben Saïd, je commencerai par vous citer. Alors, je dis souvent que j'ai commencé ma carrière à l'envers, puisqu'à l'âge de 27 ans, je construisais un palais de presque 100 millions de dollars sur la mer Rouge avec une île artificielle et une marina. C'est ce que vous avez dit pour le magazine A+E. Est-ce qu'il y a toujours des projets qui vous excitent après un tel accomplissement à un si jeune âge ? Oui, énormément. Et vous savez, je suis quelqu'un d'intéressé. Je suis intéressé par tout. J'ai dit cette phrase parce qu'effectivement, je rentrais jeune civiliste au Maroc, au ministère de l'Habitat, et puis brusquement, je suis parachuté dans ce projet de palais à Jeddah. J'ai travaillé sur les tunnels de la Mecque, juste en face du Mecque Abdelaziz. C'est le projet que j'avais fait. Normalement, je devais faire que ce projet. Oui. Et puis, j'ai été remarqué par un prince saoudien qui était le gouverneur de Mecca, et de partie de là, je lui ai fait son palais et d'autres projets. Et c'est pour ça que je dis que j'ai commencé ma carrière à l'envers. Oui. Maintenant, vous savez, en tant qu'architecte, je suis intéressé par tout. Et je me dis souvent, moi, que tu me donnes 30 mètres carrés à construire, ou 100, ou 150, ou 10 000, je suis aussi excité par un projet de grande envergure que par un petit projet. D'accord. J'ai souvent dit que j'avais un professeur au Danemark qui me disait, si un client vous demande de lui construire une niche de chien, est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que vous allez le faire ? Et nous, on était scandalisés en se disant, comment ça, une niche de chien ? C'est pas possible. Il m'a dit, oui, c'est possible à une condition. C'est que cette niche soit bien aérée, bien ensoleillée, étanche, etc. Et au début, on était trop jeunes pour comprendre le message. Oui. Mais avec le temps, j'ai compris que tous les projets se valent. Et d'ailleurs, si je peux faire un lien, oui. L'habitat social au Maroc, je trouve que c'est un scandale qu'on ne donne pas autant d'importance à un logement économique qu'à une villa ou un palais. Et souvent, on se dit, on leur donne un toit, donc c'est suffisant. C'est pas vrai. On peut toujours faire mieux. Et ça répond à votre question. Tout à fait. Tous les projets m'intéressent. Tant mieux.
Vous avez fait des prouesses en tant qu'architecte, ça on le sait, mais là je veux interpeller le formateur en vous, le représentant d'une institution formatrice. On est des étudiants, on a créé le club A-Shift, on est des formés, on subit le système de formation établi, mais ça ne nous empêche pas d'y porter un œil critique. Et la formation en architecture est d'autant plus particulière parce qu'elle introduit des variables inédites par rapport à d'autres formations dans d'autres domaines. On veut mieux comprendre ce système. Et là, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vraiment un bon architecte? Alors là, tu poses une question assez complexe. Oui, mais seulement ce que je retiens de ta question, c'est surtout que vous êtes critique, vous avez cette œil critique envers la formation. Oui. La formation au Maroc est très incomplète. Elle est très incomplète. Elle pose un certain nombre de problèmes, mais on a quand même de bons architectes et on a de bons étudiants, grâce à leurs compétences intrinsèques. Un bon architecte, c'est un architecte d'abord qui a une base pluridisciplinaire. C'est d'abord quelqu'un qui touche un peu à tout, à la matière, qui touche à l'écriture, à la poésie, à la musique, qui aime le théâtre, qui aime les textures. Il doit avoir un bagage. Ce bagage, souvent, quand vous sortez de vos écoles, de vos lycées avec un bac, beaucoup ne l'ont pas. À moins que dans leur propre famille, au sein de leur propre famille, il y ait quelque chose. Alors, les étudiants croient qu'entrer en architecture, c'est comme apprendre le droit ou la médecine. Non. D'abord, il faut se construire soi-même. Quand on est en Europe, l'Europe est une vitrine elle-même. Quand tu sors dans la rue à Paris ou à Rome ou à Copenhague, la rue est elle-même une école. Ici, on manque de tous ces éléments. Donc, automatiquement, la formation est incomplète. Non pas parce que l'étudiant est coupable, mais parce qu'il n'a pas les outils pour se développer. Mais ces qualités dont vous avez parlé, comme l'œil critique ou par exemple s'intéresser à différentes choses, différents domaines, mais est-ce que c'est des qualités primordiales pour des architectes, mais surtout, est-ce qu'il peut les acquérir via une formation professionnelle? Non, il peut les acquérir s'il fait un effort sur lui. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui pense que la volonté prime sur tout. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit dernièrement un post où je dis que quand il y a de la volonté, il y a un chemin. Oui. When there is a will, there's a way. C'est une expression qui n'est pas de moi. Mais when there is a will, there's a way. Les étudiants, ce que j'essaie de leur inculquer, de répéter encore et encore jusqu'à parfois l'épuisement. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous apprend en atelier. Intéressez-vous à tout. Lisez, regardez, faites de la peinture, écrivez des poèmes, apprenez de la musique, faites du théâtre, allez toucher des matériaux, des tissus dans la Kessaria ou dans la Médina. Tout ça forme l'architecte. On ne peut pas acquérir une formation que par la théorie ou par l'atelier. Ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que souvent, quand je voyage avec mes étudiants, je vois personne lire un livre, un roman, rédiger quelque chose. C'est quelque chose qui m'irrite parce que je me dis, c'est dommage. Oui. Moi, j'ai eu la chance de faire un parcours particulier, les Beaux-Arts Paris, l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Aarhus au Danemark et puis Harvard. Et là, bon, bien sûr, c'est un fil conducteur qui t'apprend beaucoup de choses. Mais je suis aussi curieux de tout. Je suis curieux absolument de tout et je continue à être curieux. Et c'est ça que j'essaie de dire à mes étudiants. Il faut être curieux de tout pour être un bon architecte. Ce n'est pas une question d'avoir un bac mathématique, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, je suis absolument contre ce bac mathématique tout seul. On pourrait l'ouvrir à des bacs économiques, des bacs... Bon, sciences et vie de la Terre, c'est déjà fait. Mais un bac mathématique n'est pas suffisant, scientifique, je veux dire, pour être un bon architecte. Tout à fait. Quelles sont les caractéristiques marquantes de l'école où vous avez reçu votre formation? Vous vous êtes formé au Danemark. Oui. Alors, vous avez reçu une formation plutôt particulière. Et ma question serait aussi, comment vous avez traduit ces caractéristiques marquantes de l'école comme intervention durant votre mandat en tant que directeur de l'École nationale d'architecture de Rabat? Oui, je te remercie pour cette question parce que, vous savez, quand j'ai passé mon bac dans l'école d'admission française à Rabat, je suis parti aux Beaux-Arts à Paris, à l'UP9. J'étais extrêmement frustré. C'était une école très dirigiste. Je n'arrivais pas à m'épanouir comme je voulais parce que bon, je faisais de la peinture, du portrait, tout ça. Mais côté architecture, c'est un système dirigiste. Quand j'ai fini par rentrer dans l'école du Danemark, d'abord le Danemark, la Scandinavie, c'est des écoles à échelle humaine. Il y a une fluidité entre les ateliers. Les étudiants sont extrêmement libres et extrêmement responsables. Le prof ne vient pas te dire pourquoi tu n'es pas venu hier. Ils s'en foutent. Pour lui, tu as une mission, tu ne l'as pas accomplie, tu rates. Tu l'as accomplie, tu réussis. Mais il ne va jamais t'en vouloir.
Hein, tu es copine avec ton propre prof. Hein. On sort, on s'amuse, on rigole, on voyage ensemble et tout. Mais le moment venu, au moment du rendu, tu ne viens pas. Il ne va même pas te dire Kenza, pourquoi tu n'as pas remis. Oui. Non, il va te saluer gentiment et tu es responsable. On part du principe au Danemark, dans la Scandinavie, quand tu dépasses tes 18 ans, tu es responsable de tes actes. Oui. Ici, on vous infantilise. Le problème du Maroc, on vous infantilise, on fait de vous des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous avez vu comment je travaille avec vous en atelier. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes responsable de vos actes. Et donc, ce système, c'est ce que j'ai transposé à l'école d'architecture de Rabat. Je ne pouvais pas faire copier conforme parce que rien qu'avec les profs marocains, déjà, tu es déjà mal paré. Tu sais, moi, je suis très franc. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils ont une vision dirigiste d'un système qui ne fonctionne plus. Oui. Alors, pour que les écoles évoluent, il faudrait que les profs évoluent. Mm-hmm. Et il faudrait que les étudiants soient plus demandeurs. D'accord ? J'avais créé ce qu'on appelle un stage d'immersion, c'est-à-dire les étudiants, quand ils rentrent en octobre, en première année, le premier mois, je l'ai appelé immersion, c'est-à-dire juste qu'ils apprennent ce que c'est que la peinture, l'art, la musique et tout ça. Et ça a donné de très bons résultats. J'ai ajouté aussi les déplacements vers l'étranger. À partir de la troisième année, tous les étudiants doivent partir en Europe, en échange. Parce qu'il y a les échanges qui se font. Donc, transposer le modèle scandinave ou américain au Maroc, d'un coup, c'est très difficile. Mais il y a une évolution. Et malheureusement, cette évolution ne se fait pas comme on le veut. Elle se fait encore d'une façon anarchique. J'ai vu l'ENA de Fès, j'ai vu l'ENA de Rabat et tout ça. Ce n'est pas qu'il y a une mauvaise volonté. Il faut une stratégie différente. Vous êtes une nouvelle génération, vous avez une nouvelle façon de fonctionner. Un diplôme d'architecte n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu as un prof qui a un diplôme d'il y a 30 ans qu'il a fini, ça y est, c'est acquis. Il doit se remettre en question tout le temps. Mais à quel point vous estimez que votre mission en tant que directeur est réussie ? J'ai réussi. Je vais te dire, parce que d'abord, premièrement, quand je suis arrivé à l'ENA, il y avait 16 conventions internationales. J'en ai fait 62. Oui. On a fait des centaines de workshops avec le Danemark, la France, l'Allemagne, la Norvège, les États-Unis, etc. On a été classé meilleure école d'architecture d'Afrique du Nord, d'Afrique d'ailleurs, et du Moyen-Orient, par un institut américain. Nous avons créé j'ai renforcé tout ce qui est développement humain. C'est-à-dire qu'en première et deuxième année, on avait des cours de théâtre pour qu'il y ait une tolérance entre les garçons et les filles, parce que souvent, les garçons se cachaient derrière cette histoire d'islamisme, etc., pour ne pas avoir des relations normales. Sociales. Il y avait des frustrations, des blocages qui n'avaient aucune raison d'être. En créant des cours de théâtre, j'ai appelé les profs de théâtre et je leur ai dit, 3 femmes d'ailleurs, je leur ai dit, ce que j'attends de vous, c'est que vous leur appreniez à être tolérants envers les filles. Donc vous les faites jouer de force dans des pièces de théâtre et ça a très bien marché. Je vous assure que ça a transformé l'école. J'ai amené du sang nouveau. On a créé une école doctorale. Oui. Et dans l'école doctorale, j'ai fait former des étudiantes qui sont devenues architectes, qui sont devenues profs elles-mêmes. Tout à fait, oui. Tout ça, c'est un travail bien sûr de groupe. Je n'étais pas seul quand je dis « je », c'est un groupe. J'ai créé une plateforme de réflexion exactement comme dans cette situation de studio. J'avais les 9 filles de l'autre côté et moi dans mon bureau. Oui. Et chaque jour, on avait des projets nouveaux. Et tout ça a donné des résultats, malheureusement, qui se sont perdus après mon départ, mais ça y est pour d'autres raisons. Mais je pense que l'implication de chaque directeur, de chaque corps professoral nous oblige à changer nos habitudes. Parce que vous êtes demandeur et parfois vous ne savez même pas combien de choses vous manquent réellement. Parce que dans la formation, il y a beaucoup de choses qui vous manquent. Oui, c'est sûr. Et ces choses, je ne peux pas vous les apprendre en 1 semestre ou 2 semestres. Il me faut un cursus complet pour les apprendre. Il faut que les profs soient convaincus aussi. C'était une bataille à l'ENA de Rabat pour que les profs adhèrent tous. Il y en a certains qui étaient très flexibles, mais d'autres qui étaient sur leur stratégie qui dure depuis 30 ans. Dans le même système. Voilà. Justement, sur ce point-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la place de l'auto-formation au sein de la formation en architecture ? Donc, vous avez introduit plusieurs changements, vous avez essayé de régler plusieurs problèmes lors de votre mandat en tant que directeur.
Mais est-ce que vous trouvez que cette façon-là de traiter la formation, donc de régler les différents problèmes, d'essayer de s'approcher le plus possible vers une formation, on va dire, assez complète et quelque chose d'intéressant pour un étudiant en architecture, ou alors il faut laisser une certaine place pour l'auto-formation pour que l'étudiant puisse faire des efforts, puisse améliorer, puisse plutôt se développer. Se développer et faire preuve de créativité, de curiosité lui-même. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui le forme ensuite en parallèle avec la formation. Quelle est la place de l'auto-formation pour vous au sein d'une formation d'un architecte ? Elle est extrêmement importante parce que la formation en architecture ne peut donner que 60 à 70% du bagage intellectuel et conceptuel qu'il faut pour devenir un bon architecte. L'auto-formation est extrêmement importante. Maintenant, où est le problème ? Le problème se pose au niveau de l'étudiant lui-même. Il faut qu'il ait les ingrédients pour savoir quel type d'auto-formation il doit se donner. Et pour ce faire, il a besoin de conseils. Malheureusement, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de la technologie, malheureusement et heureusement, parce que c'est des outils absolument fabuleux, mais qui ne sont pas utilisés à bon escient. On a accès à l'information, mais on n'est pas dirigé. Pas seulement accès, vous avez accès, vous utilisez aussi l'information et l'outil informatique pour créer. Or, votre créativité personnelle se perd. Et votre auto-formation, vous la voyez qu'à travers ces outils, ces logiciels. L'auto-formation se fait sur le terrain, se fait dans les agences, se fait dans la curiosité, dans les voyages. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire. Ce bagage, ce n'est pas de votre faute, encore une fois, je vous le dis. Moi, je ne suis pas nostalgique de quoi que ce soit, pour qu'on soit d'accord, parce qu'il y a certaines personnes de mon âge qui disent « avant, c'était mieux ». Non, moi, je ne suis pas dans cette logique du tout. Absolument pas, alors strictement pas. Vous connaissez mon parcours d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez bien renseigné. Moi, je suis motard, je suis dans un autre délire. Mais ce que je veux dire, il vous faut les ingrédients. Les ingrédients, pour les acquérir, il faut que vous ayez de l'accompagnement, des professeurs et des gens et des architectes qui vous parlent, qui disent comment on le fait maintenant, pour que vous compreniez à quel point c'est important. Vous allez les stages en agence. Les stages en agence, vous n'êtes pas des dessinateurs, vous n'êtes pas là pour être exploités. Vous êtes là pour créer. Alors que certains jeunes architectes, ils tombent dans des agences où on les exploite. Moi, je leur dis, écoutez, je ne m'attends pas à ce que vous soyez rentable ni qu'il y ait un rendement. Je veux que vous m'accompagniez. Et quand ils flippent ou vont vers quelque chose, je les laisse flipper. Parfois, je sais que le projet sur lequel le stagiaire travaille ne va jamais aboutir. Il est tellement shooté que je le laisse faire. Je le laisse faire parce que je veux qu'il se développe. Et c'est ça l'auto-formation. Plus tous les ingrédients dont je vous ai parlé, qui sont la curiosité, la lecture, aller vers le théâtre, aller vers un certain nombre de choses. Et c'est extrêmement important, Raoula, ce que tu as dit. C'est primordial. Je vous ai déjà dit ça en atelier, le fameux logo de Harvard, où il y a 2 livres ouverts et un livre fermé. Il y a 2 livres ouverts et un livre qui est retourné. Et quand j'étais à Harvard, j'étais curieux de comprendre pourquoi il y avait 2 livres ouverts et un livre qui était retourné. Oui. Et donc, j'ai posé la question, curieux comme j'étais, à une jeune étudiante américaine. Elle m'a dit, je vais vous expliquer. Elle m'a emmené devant la statue de Harvard, qui était un prêtre qui avait donné son terrain pour qu'on en fasse une université. Harvard, c'est le nom d'un prêtre. Ah, et il avait dit, je lègue mon terrain à condition que ce soit réservé à l'éducation et à la formation. Et alors, il avait fait cette déclaration, il a dit, tout ne s'apprend pas dans les livres. De temps en temps, il faut fermer les livres et sortir voir ce qui se passe dehors. Et c'est exactement la réponse et la leçon qu'il faut donner à Raoula. Auto-formation, c'est ce livre retourné. Tout à fait. Voilà. Alors, Michael Rotondi, il s'agit d'un fameux architecte, mais aussi enseignant. Oui. Il dirige Roto Architects, qui est un cabinet à Los Angeles. On lui a demandé qu'est-ce que l'enseignement. Et il a répondu par enseigner, c'est partager ma vision et mon savoir autour d'un sujet. Alors, cela suppose que le professeur n'est pas à la recherche d'affirmer son identité, mais plutôt de valider, valoriser les autres pour créer cette atmosphère idéale de communication et de partage. Vous avez aussi... Vous avez déclaré dans l'une de vos interviews, encore une fois, que vous avez opté pour un mode de fonctionnement plutôt scandinave que marocain ou français. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous abordez l'enseignement d'architecture de façon plutôt générale ? Oui. Alors, d'abord, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit cet architecte. L'enseignement, c'est la transmission du savoir.
mais pas dans le sens classique du terme. Hein. C'est surtout sa vision propre. Mais aussi le savoir. Mais ce n'est pas le savoir dans le sens classique du terme. Je reviens à ma phrase, parce que transmission du savoir, ça fait quelque chose de vieux, de lourd, de presque le bibliothécaire qui passe. Non, c'est la transmission d'une vision, d'abord pas de sa vision, moi je ne suis pas d'accord, mais d'une vision de l'architecture, parce que les visions ne sont pas les mêmes, et je ne pense pas qu'il faut donner que sa vision. Il y a des visions qu'on doit donner, et c'est donc dans ce domaine que l'enseignement devient intéressant. Mais il faut savoir que chaque groupe d'étudiants avec lequel on travaille, la façon dont ils nous sollicitent nous oblige à réfléchir chaque fois d'une façon différente. Ne croyez pas que c'est linéaire. C'est pas figé. C'est pas, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas. Moi, pour moi, chaque atelier, c'est comme si tu me dis, j'ai un nouveau groupe d'amis. C'est exactement une famille. Quand j'ai un atelier, je me dis, ils sont 14, il y a celle-ci qui est comme ça, celui-là qui... Je vous visualise, je visualise le groupe, et je m'adapte au groupe, et automatiquement, mon approche va être une approche qui a une relation directe avec la réactivité du groupe. Je vais transmettre ma vision de l'architecture, je vais transmettre mes connaissances, mais je vais m'adapter à la fonctionnalité du groupe. D'accord. Il y a des groupes où il y a un leader, il y a des groupes qui sont tous plus ou moins homogènes, c'est plus ou moins la Dolce Vita, on y va doucement, tranquille. Il y a des groupes où il y a quelqu'un qui tire vers l'avant, 4-5, et il y en a 6 qui sont toujours au repos. Il y a des groupes où il y a beaucoup d'absentéisme. Etc. Moi, j'ai jamais d'absentéisme, alhamdoulilah. Mais bon, ce que je veux dire, cette pédagogie t'oblige à réfléchir par rapport au groupe. Et je pense que le métier de l'atelier n'est pas un métier simple. Ne croyez pas que le prof, il vient les mains dans les poches sans avoir réfléchi à tout. Parfois, je peux penser à toi, ou à penser à Khaoula, ou à penser à quelqu'un d'autre, parce que la dernière fois, tu as dit telle chose, et je me suis dit, bon, elle est un petit peu à côté de la plaque, ou elle est dedans, et ça va m'obliger à aborder mon cours d'une façon différente le jour d'après. D'accord, du coup, vous suivez les spécificités de chaque étudiant. De chaque étudiant, et aussi l'homogénéité du groupe. D'accord. Parce qu'on ne peut pas partager un savoir qui est basé sur la créativité, la conception, sans avoir une sorte de symbiose entre nous. Ce n'est pas possible. Oui, justement, cette atmosphère de communication et de partage. Je vous ai beaucoup découvert dans la sortie sur la Médina de Fès. Oui. C'est un moment de partage. Mais c'est parce que, justement, on revient à l'école scandinave alors. L'école scandinave, ce qu'il y a de bien, il peut faire beau et le prof dit, bon, on va dans le jardin pour étudier, pour discuter. Et on s'assoit dans l'herbe et on discute. Et on parle architecture. Pour lui, ce n'est pas un problème de local ou d'endroit. C'est cette façon de communiquer. D'ailleurs, je reviendrai, je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, même les structures construites pour les écoles d'architecture ne sont pas bonnes au Maroc. Les écoles ne peuvent plus être comme celles de Fès ou de Rabat. Ce n'est plus possible. Et je vous dirai pourquoi si ça fait partie de vos questions. On vous demanderait beaucoup plus de détails sur ce sujet. Oui. Alors sur cette question aussi, c'est très intéressant la vision que vous présentez de la formation en architecture. Et d'ailleurs, on est en train de traiter la formation dans sa globalité. Par contre, je veux avancer une réflexion personnelle. Quand on traite de la formation, on traite d'un système qui est mis en place avec des structures, des programmes, et une ligne générale, donc généralisée, mais aussi des visions personnelles des professeurs, des formateurs, surtout des formateurs architectes, qui font partie de cette formation-là. Et je trouve que cette configuration-là rend complexe le fait d'étudier ou de traiter de l'efficacité de cette formation-là, parce que ça introduit plusieurs facteurs assez variables. Et donc, comment vous percevez cette diversité de visions qui font partie de la formation générale? Est-ce que c'est une bonne chose, par exemple, pour un étudiant de recevoir plusieurs façons de voir la formation et de voir l'architecture en général? Ou est-ce que c'est quelque chose de problématique? Non, absolument. Non, la diversité est très importante, extrêmement. Vous savez, l'architecte a besoin de visions diverses, de challenges et de défis divers et d'être alimenté par différents profils. Parce que dans votre vie active, vous allez être confronté à des différentes choses. Parfois, on vous demandera de faire une clinique, parfois vous allez faire une centrale nucléaire, parfois un aéroport. Vous avez besoin d'être rapidement dans le bain et de comprendre ce qu'on attend de vous, comment l'analyser, comment le restituer.
Dans l'enseignement, pour revenir à ta question, vous avez différents types de profils. Bien sûr, on ne doit pas être les mêmes. C'est à vous de choisir, d'ailleurs, les profils qui vous conviennent aussi. Hein. Il y a des imperfections chez les profs comme chez les étudiants, ça, c'est normal, hein. Personne n'est parfait. Mais cette diversité vous aide, c'est certain. Maintenant, ce que je reproche un peu à nos étudiants, c'est le peu d'implication qu'ils ont dans les revendications. Ils doivent revendiquer, ils doivent se demander aussi des choses à l'administration, à l'enseignant, etc. Il ne faut plus rester dans ce caractère timide. Le professeur, ce n'est pas le bon Dieu. Le professeur, ce n'est pas le bon Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on est intelligent. Il y a plein d'imbéciles avec des cheveux blancs. Non, mais l'âge n'est pas un diplôme. L'âge n'est pas une qualité. Il peut être une qualité. Je peux vous apporter une expérience qui vous passionne, mais je peux très bien être un mauvais architecte qui vous apporte une mauvaise expérience. On a tendance à croire que parce que tel prof a 30 ans d'expérience, qu'il est bon. Il peut avoir fait 30 ans de conneries, hein, vraiment. Je pèse mes mots. Il peut avoir 30 ans qu'il est en train de se massacrer les étudiants pendant 30 ans. Et j'en connais. Je vous assure que j'en connais. Ce que je veux dire, il faut qu'il y ait une sorte de transparence, qu'on communique entre nous, mais que vous aussi, vous soyez impliqués. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à l'ENA de Rabat. J'ai développé le bureau des étudiants. La première chose que j'ai fait, c'est développer le BDE, le bureau des étudiants. Pourquoi ? Je leur ai donné les outils, les matériaux, les photocopieurs et tout, et je faisais des réunions avec eux chaque mois. D'accord. Tous les mois. Tous les mois. Plus les soirées musicales, plus. Bon. Parce que tu ne peux pas savoir comment réfléchit un étudiant si tu le lâches comme ça dans la nature. C'est vrai. Et alors, il y a un phasage dans l'enseignement. Il y a un véritable phasage entre... J'ai vu vos photos quand vous étiez plus jeunes, vous n'êtes plus les mêmes. Oui, c'est sûr. Votre évolution, elle n'est pas la même. Mais les profs, il y a des professeurs qui sont statiques, n'évoluent pas. Donc, c'est à vous aussi d'être revendicatif. Vous avez des idées qui... Je vous assure, je suis impressionné par vos questions parce que vos idées, c'est vraiment... Presque, vous avez mis le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Ben justement, je voudrais revenir sur ce mois d'immersion dont vous avez parlé, que vous avez créé à l'école d'architecture de Rabat. Et je voudrais parler de la partie pratique qui manque dans la formation et comment l'introduire de façon effective dans une formation qui est plutôt basée sur des connaissances sémantiques sans un vrai engagement avec l'environnement. Comment on peut intégrer cette pratique-là dans la formation de l'architecte au Maroc ? D'abord, c'est une pratique ça doit être introduit entre la première et la troisième année, premièrement. Parce que vous devez absolument être confronté à un certain nombre de choses qui se passent dans la vie réelle. L'immersion, c'était juste un mois. Mais ce mois, c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qui se fait dans ce métier. Dans la formation, je parle toujours première à troisième année, parce que moi, je pars du principe que si on doit bloquer un étudiant en architecture, c'est la troisième année. Quatrième, cinquième, on ne bloque plus personne. Première de troisième année, c'est là où on lui donne sa formation et c'est là où on lui donne le bagage qu'il faut qu'il acquiert. Alors, cette formation doit se faire sur le terrain, doit se faire accompagner par les enseignants. On doit pouvoir nous autoriser à nous déplacer, à faire des projets dans d'autres villes, à nous donner des moyens de le faire, à faire des échanges avec l'Europe ou le Moyen-Orient, ça dépend des goûts. Tout cela est un tout. Mais si, à la source de ce tout, il n'y a pas de véritable revendication, on reste... De la part des étudiants. Les étudiants, oui, on reste parce que on peut très bien tomber. Je ne dis pas que toutes les écoles fonctionnent comme ça. Il se peut que dans certaines écoles, on a cette vision. Je ne sais pas. Mais il faut que vous ayez cette envie. Oui. Tu sais quelle est la question que je pose à un étudiant en architecture quand je le rencontre en première année ? Pourquoi tu es venu en architecture ? Ben justement, vous avez créé un système qui est le profiling. Oui, profiling, oui. Vous avez dit qu'il permet de séparer rapidement le bon grain de l'ivraie. Oui, tout à fait. Ce sont vos termes. Oui. C'est un concours d'accès qui est... Alors, je t'explique. Qui est basé sur la méritocratie, c'est bien ça ? La méritocratie. Moi, d'abord, j'avais un problème, c'est que avec le concours, l'ancien concours, il y avait 7000 candidats qui venaient passer 14 000 qui venaient passer le concours, on en prenait 55. On est meilleur que la NASA, on est le top, on est vraiment... De 7 000 à 55. On aurait dû aller à Mars il y a longtemps, parce que là, sur 14 000, tu prends 55, mais c'est le nec plus ultra, là tu as vraiment... Alors j'ai dit, écoutez, et dans les 55, en pire encore, c'est que j'avais parfois des gens complètement shootés, on ne sait même pas ce qu'il fait là-dedans.
Puis, mieux encore, quand j'ai commencé à corriger la rédaction, par exemple, sur les 55 qui ont été retenus, tu en as peut-être 10 qui ont 10 de moyenne. Les autres, ils sont les moins mauvais. Non pas parce qu'ils sont mauvais dans l'absolu, mais parce que c'est ce qu'on a. Hein. Et donc, on a pu non seulement prendre des étudiants qui étaient meilleurs, mais aussi plus, puisque j'ai créé les 3 écoles, Fès, Tétouan et Marrakech, donc on est passé à 180. Et le profiling a pu mettre en avant la méritocratie. Il n'y avait plus papa, maman, ça n'existait plus. Hein. C'est ce qui existait, c'est tu as les notes, tu es capable, tu es devant moi. Un jury composé de 3 personnes, avec des notes qui ne pouvaient plus changer, c'est-à-dire on avait des ordinateurs devant chacun, quand il rentrait sa note, il ne pouvait plus la changer. Et c'était la moyenne des notes qui donnait le résultat sur lequel vous vous basez pour faire passer ou non Absolument. l'élève. Donc vous estimez donc que les étudiants ont une certaine prédisposition, qu'il y a des étudiants qui ont une certaine prédisposition à intégrer l'école d'architecture et à recevoir une formation en architecture. À quel point vous trouvez que c'est vrai qu'il y a une différence, par exemple, et qu'il y a des critères qui peuvent vous permettre de choisir, ou alors est-ce que la formation en elle-même n'est pas un moyen aussi de faire d'un étudiant, un simple étudiant qui vient de réussir son baccalauréat, de devenir un architecte. Alors est-ce que ce sont deux éléments qui se complètent, la prédisposition et puis la formation qui complète cela, ou alors est-ce que la formation par sa force peut en elle-même, sans choisir, sans sélectionner, faire d'un étudiant un bon architecte? Oui, c'est une très très bonne question. Je te remercie beaucoup, Khaoula. Il y a une prédisposition pour certains. Il y a d'autres qui ont la capacité d'absorber et d'apprendre. C'est-à-dire que quand tu leur parles au début même de leur formation, tu sens la curiosité. Il n'a jamais tracé un trait, il n'a jamais dessiné ou elle n'a jamais dessiné. Mais ils ont une prédisposition à apprendre. Et puis, il y a un groupe qu'on rencontre dans tous les études qui sont là par hasard. Il devait faire médecine, pharmacie, il a réussi là, il a échoué, donc il vient en archi. Alors, certains vont devenir architectes, ils seront des architectes qui fonctionnent, hein, mais ils n'auront pas cette fibre architecturale, ça j'en suis sûr. Hein. D'autres se développent d'une façon étonnante. Hein. On a vu des gens qui se sont développés d'une façon étonnante. Mais je pense qu'on ne va pas en architecture par hasard, sincèrement. Et d'ailleurs, en Europe, il est rarissime d'entendre un étudiant en architecture te dire « j'ai fait la faculté de droit et puis j'ai pas aimé, je suis venu en archi ». Ça n'existe pas, pratiquement pas. C'est des gens qui ont un rapport avec l'art, le dessin, l'architecture. Donc, c'est pas pour les condamner, hein, ceux qui n'ont pas cette prédisposition. Au contraire, l'école leur permet d'apprendre les outils. Mais si tu n'as pas la fibre, si tu n'aimes pas la chanson, comment peux-tu devenir une bonne chanteuse? Je peux t'apprendre à chanter. On peut apprendre les sons, les notes. Tu vas chanter d'une façon mécanique. Mais si tu n'as pas la fibre, tu ne peux pas la transmettre. C'est quelque chose... Moi, c'est même pas... Il ne faut pas me prendre dans le sens péjoratif du terme. Je ne condamne personne. J'explique seulement, soit on aime, et on va vers quelque chose qu'on aime vraiment. Mais quand on y va par hasard, il y a deux scénarios. Soit on tombe dans la potion magique, hein, et on aime, et ça, on se développe très vite. Soit on est très réticent. Moi, j'ai une fille en 4e année qui avait eu une tumeur, et je lui dis, un jour, elle me raconte chaque fois une histoire. J'ai été opéré, je ne veux pas que mes parents le sachent. Bref, chaque fois, elle se cachait. Un jour, je lui dis, écoute, quel est ton problème? Et elle ne veut pas me répondre. Je lui dis, écoute, viens me voir dans mon bureau. Je lui dis, mais mademoiselle, je sais que tu n'as pas une tumeur. Tu as un petit bobo là-dedans, c'est quoi? Elle me dit, monsieur, je ne veux pas faire archi. Monsieur, je n'ai jamais voulu faire archi. Mes parents m'ont obligé à faire archi, je n'ai jamais voulu faire archi. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, je vais appeler vos parents. Quand ils sont venus, je leur ai dit, si vous voulez que votre fille développe vraiment une tumeur, hein, gardez-la. Ben oui, elle n'avait pas envie. Elle voulait faire un truc de fashion design et tout ça. Elle n'a jamais voulu faire archi. Elle est partie d'ailleurs. Elle est partie. Donc, il y a des choses qui se passent parfois accidentellement, mais il y a une véritable vocation, il y a une véritable envie d'aller vers l'archi. Et puis, il y a des frustrations qui vont rester là jusqu'au diplôme. On va avoir le diplôme et les gens vont se développer à leur façon. Oui. Alors, une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que le design est de nature collaborative. Oui. Et l'architecture est une profession pluridisciplinaire.
Et les cabinets d'aujourd'hui sont appelés à fournir des services, de différents services, qui vont de la conception urbaine jusqu'à la planification, l'architecture, le design intérieur, la conception de produits des fois, et aussi le concept de vente au détail de mode, de conception graphique. Et est-ce qu'il n'y a pas un certain gap entre la formation dans les écoles et ce que le monde de travail offre, au fait? Il y a une certaine différence qu'il faut peut-être rattraper pour que les étudiants d'architectes et les futurs diplômés soient multipenseurs et multitâches. Et à votre avis, étudier dans une université où différents étudiants de différents départements d'ingénierie, topographie, sciences des matériaux peuvent collaborer ne facilitera pas cette interaction dès la formation avec les spécialistes du bâtiment. Oui, c'est vrai que l'école ne peut pas vous donner tout ce qu'il faut, tout le bagage qu'il faut pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. Et effectivement, nos agences sont des agences pluridisciplinaires. Bon, on s'entoure d'équipes d'abord, on collabore avec beaucoup de gens. Moi, j'ai une designer avec moi, ma propre sœur, qui est une super designer. Et puis, on fait appel à des compétences. Aucune école au monde ne vous donnera toutes les facettes de ce qu'on attend d'un architecte. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, les défis sont de plus en plus nombreux. Les attentes sont de plus en plus nombreuses. Donc, collaborer avec des ingénieurs, oui, on a créé. Mais ma question, c'est autour de la formation, c'est l'espace de la formation. Est-ce que étudier dans une école spécialisée qu'en architecture ne serait pas un petit peu dommage pour l'étudiant? Non, pas spécialement, non, parce qu'on est dans un domaine vraiment à part. On est vraiment dans un domaine à part. Nous, on a besoin de compétences qui viennent de l'extérieur vers nous. On n'a pas besoin d'être immergé dans une université. On n'en a pas besoin. Mais on a besoin de contact. L'architecte, par essence, est quelqu'un qui est tout le temps dans le contact, dans tous les sens du terme. Physique, matériel, virtuel, il est tout le temps dans le contact, dans la recherche du contact. Ce qu'on a fait à l'ENA de Rabat, on a amené des spécialistes dans plusieurs domaines, qui venaient vers nous, qui passaient 15 jours, 20 jours, un mois, et on travaillait sur plusieurs chapitres, plusieurs types. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas que l'inverse est faux. Si l'école est adossée à une université, bien sûr, il y a toute l'information. Bien sûr. C'est le cas d'ailleurs dans des expériences, par exemple, dans le monde anglo-saxon. L'école d'architecture n'est pas une école, mais une faculté. Oui, tout à fait. Même au Danemark, certaines écoles sont adossées. Pas celle où j'étais, mais certaines écoles étaient absolument à Harvard, elle est dans l'université. C'est une université, il n'y a pas que l'archi. Tout à fait. Oui, bien sûr, à ce moment, les ingénieurs sont à côté, tout est à proximité. Il y aura des projets collaboratifs entre des étudiants dans différents départements. Mais on l'a fait avec des universités de Rabat, on a fait Qadi'iyat de Marrakech, on a fait vraiment des collaborations très, très proches. On arrive à créer Mais c'est vrai que je ne suis pas contre l'idée que l'école soit dans un système universitaire. Mais ce n'est pas une obligation, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une obligation. On peut très bien la voir comme elle est, à condition d'avoir ces circuits universitaires. Et d'ailleurs, j'avais plusieurs professeurs qui étaient chez moi, qui étaient professeurs universitaires dans d'autres universités. Donc, ils étaient un petit peu entre les deux. D'accord. Alors, je vous cite encore une fois. Vous avez dit « Déclarer nos sentiments à ceux que nous aimons par le verbe et par la plume est un devoir sacré. » Vous êtes un grand romantique, mais aussi un grand critique, parce que dans vos chroniques qui paraissent dans le magazine Chantier du Maroc, vous critiquez un système administratif défaillant et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oui. Vous criez au secours. On a l'impression que vous en voulez à cette administration qui est, je vous cite, dans un confinement intellectuel. Ça peut paraître naïf, mais je vous demande, réaliste que vous êtes, avec une pointe d'optimisme, s'il y a espoir d'inculquer des valeurs comme la compassion, l'empathie, l'altruisme dans ce contexte pour construire une vie communautaire au lieu de poursuivre des récompenses à titre privé. Je parle au nom des architectes. J'ai pas compris comment tu fais le lien entre les deux. Le lien entre les deux, c'est que, au fait, on en veut à cette administration parce que, généralement, je parle des architectes qui travaillent dans cette administration-là. Et est-ce qu'on peut leur inculquer des valeurs comme... On n'en veut pas aux architectes d'administration. C'est pas dans ce sens. De ceux qui travaillent. Non, c'est pas dans ce sens. Moi, j'en veux à l'administration. Non, pas. Je ne vise pas les architectes de l'administration. Le système lui-même, la réglementation. Nous sommes dans une réglementation lourde. Vous savez, certains règlements remontent à 1947. C'est inimaginable. En 2021, on a une administration qui est une sorte de monolithe, qui bouge doucement,
qui créent, et parfois aujourd'hui, ils te disent études d'impact environnemental quand tu fais une petite maison dans la campagne. Mais dans certaines campagnes, il n'y a même pas de toilettes. Quelle étude d'impact? Je veux dire, ils te prennent des règles scandinaves ou américaines et ils te les posent dans des endroits où on n'arrive même pas à construire avec des plans d'architecte. On a une sorte de dysfonctionnement total entre une partie de rêveurs, qui sont l'administration, et une partie de galériens, qui sont les architectes. Nous, on travaille, on a des défis quotidiens, et l'administration ne suit pas, ne facilite pas la vie. Pendant le confinement, par exemple, là, on a énormément souffert. Avec le peu de travail qu'il y a, on a profité du confinement pour passer des dizaines et des dizaines de règlements à notre insu. Et tout a été mis en place et on se retrouve avec la plateforme informatique en architecture. C'est extraordinaire, mais elle ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut changer ça via la formation? Est-ce qu'il y a moyen d'intervenir via... Oui, on peut, je le dis. Les architectes qui vont intégrer l'administration, souvent, ils arrivent à faire évoluer les choses. Oui. Mais ils sont eux-mêmes... Ce qui est terrible, c'est que l'architecte dans l'administration n'est pas spécialement le responsable. C'est pas notre vis-à-vis toujours. Et parfois, il y a un gars au-dessus de lui qui, lui, n'est pas architecte et qui donne des instructions. D'accord? Donc, l'architecte se trouve un peu lié. Et parfois, il y a des architectes qui luttent, mais d'autres abandonnent et à un moment donné, il devient un fonctionnaire. Ça y est, il en a marre. C'est pas parce qu'il a tout fait. Il n'arrive pas à avancer. Moi, j'en veux pas à l'administration. Je critique l'administration parce que la critique est constructive. Je leur donne même des exemples. Je leur dis, écoutez, pour un modificatif, pourquoi voulez-vous Avant, on avait ce qu'on appelle un plan de recollement. Je te fais ta villa, on a changé 2-3 petites choses, je fais un plan qui s'appelle un plan de recollement. Et je le redépose. Et j'ai l'autorisation. Aujourd'hui, si je te change une porte, il faut que je redépose l'ensemble, l'attestation de propriété, le contrat d'architecte, tout ça. Mais c'est de la folie. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, c'est comme si tu prêches dans le désert, tu as devant toi un mur. Et donc, mon problème, il est là. Quand je critique dans le chantier du Maroc, je donne des solutions aussi. Je leur dis, écoutez, lâchez-nous les baskets. Il faut qu'on puisse travailler. Et ça, c'est un peu dans tous les domaines. Kenza, revenir même à l'enseignement, c'est la même chose. Alors, pour ce qui est de la plateforme en ligne, ça a facilité les choses. Du puisque tout. le corona... Alors, rien de facilité du tout. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Europe, quand tu as une plateforme en ligne, tu déposes les documents scannés, on te répond par la plateforme et on t'autorise par la plateforme. Ici, on te demande le tout, tout. Et une fois que tu as tout déposé, on te donne un rendez-vous et tu vas redéposer le tout en format papier. Oui. Et après, tu as affaire aux mêmes commissions que les commissions classiques d'avant. C'est extraordinaire. Donc, à quoi sert cette plateforme? Et puis, les délais, ils ont été prolongés. Oui, je comprends. Moi, j'ai fait des villas en Espagne, dans la région de Marbella. Je dépose par la plateforme, à partir du Maroc. La plateforme me répond, les gens qui sont derrière, je rectifie, on me dit, passez prendre votre autorisation le jour J, à tel endroit, et dites au client de passer payer son autorisation, son permis de construire. Là, c'est de la plateforme. Nous, c'est de l'intelligence artificielle mélangée avec de l'intelligence marocaine. Alors, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas que les autorisations qui sont devenues en ligne, mais c'est aussi la formation au sein de l'École nationale d'architecture aussi qui est devenue à distance. Et est-ce que, au fait, vous pensez que c'est la trajectoire pour la formation d'architecture dans l'avenir? Puisque, au fait, il y a plusieurs facultés et écoles d'architecture dans le monde qui ont opté pour cette méthode de diplomation bien avant la pandémie et qui est venue juste appuyer leur choix, cette pandémie, puisqu'à cause de la distanciation et l'imposition de formation à distance et en ligne, elle est venue comme appuyer leur choix. Au fait, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas la trajectoire finalement? Je ne sais pas si c'est la trajectoire, mais c'est une énorme frustration. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. L'enseignement à distance en architecture, c'est une catastrophe. J'ai eu avec vous la moitié des étudiants qu'on a corrigés in vivo, donc en place, et les autres à distance. D'accord? Donc, il y a une frustration, il y a des coupures, le Wi-Fi, etc. J'en parle même pas. Mais il y a aussi ce contact physique qui n'existe pas. L'architecture, on a besoin d'être en contact physique. Ça, c'est certain. On peut,
dans certains cas, dans certaines des phases du projet, être à distance. Ce n'est pas nécessaire. Mais on a besoin d'un contact physique. On a besoin d'une présence, on a besoin de se parler, on a besoin de critiquer, de passer devant les autres. Parce que ça ne m'intéresse pas, moi, de voir le projet de Kenza ou de Khaoula tout seul. Moi, j'ai besoin que Kenza et Khaoula, quand je corrige X ou Y, ou c'est Mohamed, elles soient derrière moi en train de regarder ce que je dis à c'est Mohamed. J'ai besoin de ce contact et de ce feedback. C'est très important. D'ailleurs, je vais faire un lien rapide avec donc, cette histoire d'informatique. L'informatique est quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil absolument fabuleux, mais c'est un outil. L'ordinateur et le logiciel, ce n'est pas un cerveau, ce n'est pas votre cerveau. La créativité, elle vient de vous, elle ne vient pas d'un clic. Et ce n'est pas une façade que je prends par là ou un bout de mur. Et là, on se rend compte, parce qu'on se rend compte, nous, en tant qu'enseignants, de plus en plus, que les rendus, c'est des bouts de quelque chose. Ce sont des bouts de quelque chose. Et c'est une énorme frustration. Parce que quand je vous parle et quand je parle aux étudiants, certains ont un discours absolument extraordinaire. Moi, lors du dernier jury, j'étais très, très, très étonné et surpris positivement par le discours de chacun. Mais c'est comme si il se tirait une balle dans les pieds. Il a un discours cohérent, mais l'outil informatique lui coupe le chemin, ne le laisse pas évoluer jusqu'à une conclusion satisfaisante. Il prend comme dans un magasin, il fait du shopping, prend des petits bouts de ceci par-ci, un escalier par là, un arbre par ici, et je le place. Et c'est ça qui est terrible. Imaginez, tu as un enfant très intelligent, il est génial, et il chante très bien, mais au lieu qu'il chante pas avec sa voix, il prend un synthétiseur, il crée des voix, alors que toi, tu sais que ton enfant chante bien. Et là, tu es frustré parce qu'il ne s'exprime pas. Et il rentre tellement dans le système qu'il devient célèbre à travers son synthétiseur, des voix artificielles qu'il transmet via YouTube ou Instagram ou je ne sais pas quoi. Et pas toi, en tant que maman ou que sœur, tu es frustré parce que tu dis, mais purée, c'est pas possible. Quand il chante à la maison tout seul, il est magnifique. Oui. L'architecture, c'est un peu ça. Parfois, je parle à un étudiant, mais je trouve c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est vrai que les dynamiques sociales dans les écoles d'architecture est particulière par rapport à d'autres écoles. Et la constante dans le monde entier, c'est dans toutes les écoles, toutes les universités qui forment en architecture, c'est le studio, l'atelier. Oui. Et au Maroc, les méthodes d'éducation se basent sur un système de notation qui se base aussi sur la justesse des réponses. Et là, une fois l'élève passe son bac, il arrive à l'école d'architecture et c'est normal, c'est naturel de trouver une certaine concurrence atroce entre les élèves qui les pousse à trouver des propositions de conception autojustifiées là, au niveau de l'atelier et qui n'est pas nécessairement appuyée sur des connaissances institutionnelles. Okay. Alors, pour vous, quelle est la bonne dynamique d'un atelier ? Je sais que vous avez précisé qu'il faut une certaine curiosité de la part des étudiants, mais quelle est l'atmosphère, je dirais, idéale pour mieux transmettre ces connaissances institutionnelles et qu'il n'y ait pas cette concurrence plutôt atroce et qui n'est pas fructive pour les étudiants ? En atelier d'architecture, d'abord, je ne conçois pas qu'il y ait une concurrence. Parce que souvent, maintenant, dans les écoles marocaines, les lycées marocains, les gens sont dans une course pour les bonnes notes et tout ça. Je suis absolument contre les notes, même en architecture. Vraiment, ça n'apporte rien. Ce qui m'intéresse, c'est le développement personnel de chacun, sa vision. Parfois, un mot d'une personne peut me faire changer d'avis complètement même sur quelque chose que je trouvais absolument nul. Parce que c'est le déclic qui fait que je sais que cette personne a cette pensée. Donc, pour changer cela, je n'ai même pas besoin de changer parce que moi, je travaille comme ça dans mon atelier. Moi, je prends chaque cas, le cas par cas, et je vois l'évolution de chacun. Et souvent, ce qui va m'intéresser le plus, c'est l'évolution plus que le résultat. Ce qui va m'intéresser, c'est l'évolution plus que le résultat. Si je vois comment l'évolution s'est faite entre l'esquisse, l'avant-projet, le projet et la présentation, même si la présentation n'est pas au point, je suis extrêmement généreux. Je me dis, bon, c'est vrai que la personne n'a pas été loin, mais elle a un discours, elle a quelque chose. Mais s'il n'y a pas cette évolution et que j'ai brusquement quelque chose de magnifique devant moi, ce n'est pas convaincant. Je ne suis pas dans cette logique. Donc, on doit, je t'assure, plutôt je vous assure toutes les deux, l'évolution, je vais vous donner une image amusante.
imaginez que je sois un élève avec vous, parce que chaque année, j'évolue avec chaque atelier. Et parfois, à la fin de l'année, j'ai l'impression de redoubler. Mais il faut comprendre les frustrations que nous avons. Il ne faut pas seulement voir votre côté. Hein. Quand j'arrive avec un atelier que j'ai pris en octobre et qu'à la fin, en juin, j'ai vu une évolution extraordinaire de certaines personnes et tout ça, j'ai l'impression d'avoir réussi mon année. Si j'arrive en juin, en juillet, j'ai l'impression que vous êtes là, c'est plutôt tiède, hein, j'ai l'impression d'avoir échoué. Vous en tirez une certaine satisfaction aussi. Bien sûr, par exemple, je suis très fier que beaucoup de mes étudiants, beaucoup de ceux qui ont été chez moi en 4e année, sont parmi les meilleurs architectes du Maroc aujourd'hui. Ils gagnent des prix et des consultations. C'est très satisfaisant. Ça me fait chaud au cœur. Oui. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Et j'avais foi en eux. J'avais vraiment foi en eux. Et je vous assure, c'est des gens qui sont je voyage dans tout le Maroc. Et ceux en qui j'avais foi, c'est des gens qui me le rendent bien. Et je les entends, je les vois. Ils sont en train de gagner des concours partout, etc. C'est beau. D'accord ? Certains, je me disais toujours dans ma tête, celui-là, il serait bon dans le fonctionnariat. Ils sont fonctionnaires. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais de sa tête, son fonctionnement, c'est plutôt le bureau, l'administration, donner des conseils, répondre, assister à des commissions, etc. Parce qu'il a ce profil. Et chaque profil est honorable. Donc, il faut que vous vous mettiez dans la tête que le professeur, ou l'enseignant, j'aime même pas le mot professeur, l'enseignant, l'encadre, évolue avec vous. Et se remet en question l'année d'après. D'ailleurs, je peux très bien finir avec vous l'année. Si j'ai l'année prochaine, je suis là, je vais travailler d'une autre façon. Et encore une fois, ça va être les étudiants qui vont me titiller, m'obliger à telle ou telle démarche. J'ai pris un gros risque avec vous dans le projet qu'on a fait dernièrement. C'est vraiment un gros risque. Hein. Et je m'attendais à ce que un de mes confrères, qui est à l'ADER, réagisse mal. Il m'a surpris. Je suis en admiration devant sa tolérance. Il a été très tolérant, alors que c'est un spécialiste. Oui. Oh, c'est un spécialiste du patrimoine. Et je suis un spécialiste du patrimoine. Je sais à quel point c'est difficile. Et là, on a révolutionné un peu le système. Vraiment, on a un peu flippé quelque part. Pour rappeler le sujet, c'était une couture urbaine entre... la Médina de Fès et la ville nouvelle. Exactement. Mais vous avez été au-delà. Vous avez, ça a été un raz-de-marée. Oui, exactement. C'était un petit peu avant-gardiste. Effectivement. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure des différentes formations aux États-Unis, au Danemark, et celle du Maroc, bien sûr. Alors, on peut comparer sur papier ces différentes formations, bien sûr, et évaluer à quel point l'une est, on va dire, meilleure que l'autre, mais sachant l'importance et... Enfin, on va dire plutôt, oui, c'est ça, l'importance des soft skills et du développement personnel d'un étudiant au sein de cette formation-là. On va dire que de ce point de vue-là, il est très difficile d'évaluer si la formation, on va dire, sur papier bien sûr, d'évaluer si la formation présente dans son programme des cours ou quelque chose qui va améliorer cet aspect-là. Et donc, sachant bien sûr et en étant conscient de l'importance de cet aspect-là de développement personnel et de soft skills, comment peut-on évaluer si la formation, par exemple au Maroc, présente aide l'étudiant à se développer dans ce sens ou pas? Oui, écoute, les formations, moi je dirais pas qu'il y a de meilleures écoles d'architecture que d'autres. Hein. C'est pas parce qu'on a fait l'Europe qu'on est meilleur ou les États-Unis, etc. Chaque formation a ses spécificités. Le Maroc, nous avons des défis qui n'ont pas au Danemark ou en Scandinavie ou partout. Ici, nous avons l'habitat social. Vous savez, le Maroc a 10 millions il a besoin de 10 millions d'unités d'habitation. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a une population extrêmement pauvre dans certains endroits. Et on a le rural qui n'est pas traité. Et donc tout ça, moi je pense que les écoles d'architecture au Maroc, en tout cas étatiques, doivent ne pas être en décalage complet avec la réalité du Maroc. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aient une formation pluridisciplinaire internationale comme toutes les écoles du monde et qu'on doit y ajouter cette spécificité marocaine. Parce que sinon, vous sortez sur le terrain et vous vous rendez compte que vous avez des défis auxquels on ne vous a pas préparé. Et la part des soft skills dans l'appréhension de ces problèmes-là qu'ils vont trouver sur le terrain une fois diplômés. Oui, elle va se faire à l'école. Hein, donc, on va les préparer à ça. C'est pour ça que souvent je dis, mettons, si vous faites l'école de Fès, moi j'avais voulu, j'espérais, mais je ne l'ai pas obtenu,
j'aurais voulu que chaque école ait une coloration. Par exemple, Fès, j'aurais voulu qu'elle ait une coloration patrimoniale en plus de votre formation classique, si on peut l'appeler classique, une coloration patrimoniale. Pourquoi? Parce que vous allez être confronté à des défis patrimoniaux ici, d'accord? Et ainsi de suite. Mais ça m'a rappelé un camarade à moi qui n'est pas amateur du patrimoine et qui s'est trouvé à l'École nationale d'architecture de Fès. Il y a une certaine spécialisation quand même au niveau patrimoine et il est frustré. Il se trouve puisqu'il n'a pas choisi cette formation spécialisée vers le patrimoine. Il a voulu être plutôt formé généralement en architecture. Après, il choisira ce qu'il voudra. Est-ce que vous pensez pas que c'est un petit peu rigide de diriger une école vers une spécialité? Encore une fois, ce n'est pas une spécialité, c'est une coloration. Une coloration. Alors, je vais vous expliquer. Il faut qu'on ait le même package. Kenza, Khaoula, moi, XY, dans tout le Maroc, dans le monde. C'est le noyau central. Hein. Alors, les softwares, il serait bon que dans une ville où il y a un patrimoine important, il y a un software patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'on le fait obligatoirement, c'est une coloration. J'ai fait ça à l'ENA de Rabat. On a eu la coloration patrimoine, coloration paysage et la coloration urbanisme. On a mis des studios en place, c'est-à-dire que tu avais le 4e année et tu avais une coloration que tu choisissais. C'est ce que j'ai créé à l'ENA et ça a très bien fonctionné. Et donc, ça a ajouté un petit... Ça peut être l'environnement, la bioclimatique, ça peut être... C'est ça, parce que nous sommes de toutes les façons, un jour ou l'autre, on sera confronté à ça. Alors, plus tu acquiers de formation, plus tu es dans un système de, je dirais pas de concurrence, j'aime pas le mot, mais de compétences différentes. Si tu viens demain chez moi présenter un CV, architecte, ENA, tatati, tout va bien, Khaoula vient aussi, et tu me mets ici, studio patrimoine. Il est probable que je vais te prendre toi et je vais pas prendre Khaoula. Pourtant, j'aurais même pas de projet patrimoine. Je vais me dire, tiens, celle-là, si jamais j'ai une intervention patrimoine, elle va y être. Donc, un message pour Hatim. Oui, Hatim, oui, absolument. oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la réalité qu'attendent les architectes, de la réalité du terrain, qu'attendent les étudiants en architecture donc, au dénouement de leur formation. Et on se rend compte qu'il s'agit d'une grande responsabilité, étant donné l'impact que l'architecte pourra avoir de façon positive ou de façon négative, donc selon la manière dont il exerce son métier. Et j'estime que dans notre formation, l'école ne nous fait pas prendre assez conscience de cette responsabilité. On nous le dit certes, on nous le dit à travers les cours qu'on reçoit, mais je pense que le message ne passe pas assez, en tout cas pas pour tout le monde, assez pour responsabiliser l'ensemble des étudiants à ce qu'il les attend et à leur faire prendre conscience que la mission qu'ils ont par la suite est assez importante et assez impactante pour la prendre au sérieux et être assez... très minutieux en l'exerçant et responsable et conscient de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Là, je suis désolé oui, c'est vrai, c'est la réalité. On ne vous prépare pas assez, nulle part d'ailleurs, ni chez nous, à l'ENA, ni Rabat, ni Fès, ni etc. Pour la simple raison que parfois, il n'y a pas la vision. La deuxième chose, on n'invite pas assez de personnes qui sont dans ce domaine, d'architectes connus, de juristes, d'économistes. Il faut que vous touchiez tout. Vous imaginez, on sort parfois de l'école, on ne sait même pas comment préparer un contrat ou faire un budget ou une prévisionnel. Alors, et puis l'architecte est le maître d'œuvre. Hein. Il est responsable de tout. Ouais. De la coordination, des relations avec les BET, avec maintenant les notices incendie. Il est un peu partout. Et il est le conseiller, déontologiquement, il est aussi le défenseur de son client. Ouais. Alors, tout ça, on ne vous l'apprend pas. Faute de temps. Faute de moyens, parfois même faute de compétences et de profils à même de venir vous enseigner ça. J'avais fait de la formation continue à Rabat, on a travaillé sur ces chapitres, mais c'était pour des architectes déjà en exercice. Et puis il y a un autre problème, ça je voudrais bien le souligner, c'est que les étudiants en architecture au Maroc, ils n'ont qu'un rêve quand ils passent leur diplôme, c'est d'ouvrir leur agence tout de suite. C'est la plus grosse erreur, la plus grande catastrophe, et d'ailleurs on assiste à des catastrophes, que peut faire un architecte. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque tout.
Il connaît la musique, mais il ne connaît pas les notes. Donc, il sort, il ouvre son agence, et je suis architecte. Et alors? Mais mon vieux, il faut que tu passes 1 an, 2 ans en agence, dans des endroits, dans une agence urbaine ou dans l'administration, et faire du terrain avant d'ouvrir ton agence. Oui. En Europe, ça n'existe pas. Aucun architecte ne sort de l'école et ouvre son agence. Il n'y a pas papa et maman derrière qui lui louent le studio et lui donnent l'imprimante. Moi, je me suis retrouvé un jour dans un chantier naval à dessiner des salles de bain pour des bateaux de croisière. Mais j'ai appris énormément. J'ai fait le tirage. Au début, ben oui. Les gars, ils ont dit, nous, on n'a pas besoin d'architecte. Je dis, bon, d'accord, c'est au Danemark. Je vais faire des tirages. Après, ils se sont rendus compte que j'étais bon en architecture. Et ils m'ont mis dans leur salle de dessin. Et j'ai commencé à dessiner. Et après, le patron est venu dire, ouais, mais attends, pourquoi on t'a mis au tirage? Tu as l'air assez bon. Et j'ai appris. Un projet naval, c'est un peu Voilà. extrême. Non, mais pas extrême. Je travaillais que sur les salles de bain. Au millimètre près. Attention, dans une cabine de bateau, il faut que tu aies, c'est un minimum. Mais j'ai appris énormément. D'accord? Après, j'ai appris d'autres choses, évidemment, avec d'autres architectes. Mais ce que je veux dire, ce bagage, ce travail, c'est très important. Et pour ce que tu disais tout à l'heure, Khaoula, l'école te donne des bases. Elle te donne des bases. Elles sont bonnes ou moins bonnes, mais c'est ton avenir, tu le construis toi-même. Et c'est toi qui dois prendre les bonnes décisions. C'est vrai, tout à fait vrai. Alors, vous êtes architecte, on ne l'a pas dit assez. Donc, vous avez cette capacité d'exprimer vos idées et votre vision à travers vos projets. Pourtant, vous avez ressenti le besoin de vous tourner vers un autre moyen d'expression qui est l'écriture. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'architecte? Il y a 1 heure, j'ai déjeuné, il y a 2 heures, j'ai déjeuné avec un monsieur qui était là, un gentil monsieur, et qui est directeur d'un théâtre en France. Et il m'a dit, tu sais, j'ai toujours adoré l'architecture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mais monsieur, je vais vous dire pourquoi. Moi aussi, j'ai toujours aimé le théâtre. Mais vous savez, quand on veut faire l'architecture, on s'intéresse au théâtre, on s'intéresse à l'art et à l'écriture. L'écriture est une passion. Moi, j'ai toujours écrit. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très prolifique. J'écrivais les dissertations pour mes copains, les camarades de classe, tout ça. Je suis nul en arabe, par contre. Mais en français, j'ai toujours rédigé. Et l'écriture m'apporte beaucoup parce que, vous savez, les personnages dans le roman m'échappent à un moment donné. Ils ont leur propre vie. Oui. Parfois, je n'ai pas prévu que ce personnage, en vieillissant, serait un gars sympathique. Moi, je l'avais créé comme un méchant. Et puis, brusquement, je retrouvais qu'un gars à 80 ans qui est vachement sympathique. Et on dirait qu'il s'est imposé à moi. Alors, en archi, quand je conçois, parfois, je commence à concevoir un projet. Moi, je suis toujours un homme de vocation. Moi, je m'implique. Quand je suis dans un projet, je suis à fond dedans. Je ne suis pas dans quelque chose, je ne fais jamais rien comme ça. Je travaille vraiment. Et quand je suis dans le projet, il évolue, je change, j'aménage, etc. Et à un moment donné, presque à la phase finale, je me retrouve parfois devant quelque chose qui m'étonne. Je me dis, tiens, comment suis-je arrivé là? Et c'est comme si ce bâtiment, d'une façon ou d'une autre, il m'a dicté la conduite à suivre. Et donc, c'est un petit peu la connexion qu'il y a entre cette créativité en archi et je peins aussi, je m'intéresse à beaucoup de choses. On m'a même posé la question, quel est le rapport entre la moto et l'architecture? Oui, aussi. Il y a Fouad Aqlaï à eux. Oui, exactement. J'ai dit, mais tu sais, c'est compatible. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, écoute, quand je roule en moto et que je suis sous mon casque, dans ma bulle, je suis dans un autre monde. J'ai des senteurs, je sens les fleurs, je sens les arbres, la plage. Moi, j'habite près de la plage. Quand je vais au bureau en moto, je passe devant la mer, je sens l'iode. En voiture, je ne la sens pas, cette iode. Donc, il y a un côté poétique qu'on doit introduire dans la dimension architecturale. Quel sera le sujet de votre prochain article? Dans un chantier du Maroc ou dans mes postes? Vous nous en dites. Vous savez, mes postes, je vais répondre un petit pas à côté, mais souvent, au moment de me coucher le soir, parfois à minuit, 1 heure, j'éteins la lumière, je m'endors et puis au moment où je m'endors, j'ai une idée en tête et je me réveille, je me lève, j'allume et j'écris mon poste. Mes sujets en architecture, c'est la même chose. Je travaille un peu comme ça, par un flux qui arrive, par quelque chose qui me passionne.
Et donc, je ne peux pas te dire ce que ça va être, mais on appelle ça des billets d'humeur. Ils appellent ça des billets d'humeur. J'en ai déjà écrit une douzaine, ils sont déjà prêts. Et donc, au fur et à mesure, je parle de sujets d'actualité. Ça pourrait être la formation, ça pourrait être ce podcast même, en disant, voilà ce qu'on apporte aux autres. Donc, beaucoup de choses. Voilà. Monsieur Montasser Ben Saïd, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais juste conclure avec une chose. Oui. C'est très important et je voudrais le répéter parce qu'on est en plein... Les architectes sont des bâtisseurs de civilisation. Quand une civilisation disparaît, ce qui reste, ce sont les bâtiments. Quand tu parles de la civilisation pharaonique, à part les momies, tout ça, ce sont les pyramides qui sont restées. Quand tu vas au Mexique, à Teotihuacan, ce sont les pyramides qui sont restées. Et quand tu vois ces artères, ces traçages, tu te dis ces choses-là en 5000, 6000, 7000 ans, il y a ton cœur qui commence à battre, il fébrile, parce que tu dis, quelque part, il y a un concepteur, un créateur qui a conçu ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Il faut jamais, 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 quel que soit votre âge et votre niveau de formation, oublier que nous sommes des bâtisseurs de civilisation. Non pas, il faut être resté humble. Quand je dis bâtisseurs de civilisation, ça ne veut pas dire qu'on est les bons dieux. Mais nous avons une trace que nous laissons. Vous savez, quand un chanteur chante, et que sa chanson devient démodée, on ne l'entend plus. Mais quand tu fais un bâtiment qui est moche, il est moche devant tes yeux le restant de tes jours. C'est vrai. Et quand il est beau, moi, j'entends parfois des compliments, je suis très heureux, des bâtiments que j'ai oubliés. Et donc, cette idée, je voudrais l'inscrire sur le fronton de toutes les écoles d'architecture. Nous sommes des bâtisseurs de civilisation dans le vrai sens du mot, pas seulement en termes de physique, aussi en termes de sociologique. Vous savez, quand Marjan est apparu à Rabat, les Marocains ne savaient pas faire la file. Ils ne savaient pas faire la file. Oui. Il faut dans. Mais ils ont appris à faire la file parce qu'ils se retrouvaient toujours devant la caisse. Qui a dessiné ça? Ce sont des architectes qui ont fait les travées, la construction. Et donc ce bâtiment a d'une façon ou d'une autre éduqué le consommateur. Il l'a obligé à un certain mouvement. Oui. Les écoles d'architecture, rapidos, oui. Mais ça ne correspond à rien, les écoles d'architecture, les bâtiments dans lesquels vous êtes ou à Rabat. C'est fini, les ateliers fermés comme des classes d'écoliers de primaire. C'est de la foutaise. Moi, je préfère qu'on soit dans un hall énorme où il y a plusieurs ateliers mélangés, on est dans un coin assis sur un tapis ou sur un sofa et qu'on discute. C'est quoi? Qui a créé ces volumes? Ces volumes n'existent plus aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, à travers Architecture, Chantier du Maroc, je crois, ou AE, où je parle de la conception pour les nouvelles écoles. On ne peut plus travailler dans des volumes. Moi, je suis frustré quand je viens... Des ateliers en particulier? Des ateliers, oui. Moi, je parle archi. Moi, je parle qu'archi. Les cours magistraux, ça peut... Mais même le système ne fonctionne plus. Oui. Aujourd'hui, tu as ton ordinateur avec ton Wi-Fi, on peut se mettre sous un arbre. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, cette volumétrie ne correspond plus à nos attentes. Donc, voilà, pour conclure. Le contenant est démodé. Le contenant est démodé et il faudrait que vous pensiez à autre chose. C'est vrai. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de faire un projet d'école d'architecture pour le semestre prochain. Oh. Merci de nous avoir révélé le sujet de l'atelier du prochain semestre. Vous étiez l'invité fil d'or du premier podcast de A à Z créé par le club A-Shift. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. L'honneur est le nôtre. Pour vous, chers auditeurs et auditrices, A-Shift vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast. Pour plus d'informations sur les activités à venir, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, stay tuned.